pour l'approfondir en vous parlant des trois grands cerveaux. Parce qu'évidemment, on parle de neurosciences, on parle de cerveau, et on sait maintenant que le cerveau, c'est un peu plus complexe que ce qui est là. On vient de vous découvrir qu'il y avait une conscience délocalisée qui se retrouve partout finalement. Et là, je vais vous parler de trois cerveaux d'une façon plus spécifique pour mieux comprendre finalement de quelle façon que l'être humain que je suis peut évoluer, progresser, cheminer dans ce qu'on vient de découvrir ensemble jusqu'à maintenant. Donc, le premier cerveau, évidemment, c'est le plus connu, c'est celui qui se retrouve ici, dans la tête. Puis évidemment, qu'est-ce qui fait qu'un état de conscience va prendre forme dans l'être que je suis, au niveau de mon cerveau? C'est qu'il va y avoir des chemins neuronaux qui vont se former. C'est-à-dire que l'expérience d'abandon va se développer dans mon cerveau, va se conscientiser par des chemins neuronaux qui vont m'amener donc à suivre toujours le même chemin pour arriver toujours à la même conclusion, qui est donc l'abandon, par exemple. Donc, il y a une vision de la réalité que j'ai, qui n'est pas nécessairement réelle, mais à laquelle que j'ai expérimenté, qui va faire que je vais être convaincu que c'est ça la réalité pour moi. Et je vais donc la répéter, 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 répéter. Et comme on le vit avec la loi de l'attraction, quelque part, cette répétition va m'amener, dans le meilleur des cas, va m'amener à prendre conscience que la vie veut me transmettre un message à travers ça, veut me faire comprendre quelque chose qui va m'amener progressivement à me dire, bon, ben là, j'ai compris et là, je vais pouvoir faire un changement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a découvert dans les recherches sur le cerveau que le cerveau avait une capacité de plasticité, c'est-à-dire qu'il avait une capacité donc de changer sa façon de fonctionner. Donc, des mauvais chemins neuronaux, par exemple, on peut en créer des nouveaux qui vont nous permettre justement de pouvoir s'ajuster à de nouvelles réalités. Donc, quand je prends conscience que, par exemple, je vis des expériences qui ne sont pas heureuses pour moi, par exemple, l'expérience d'abandon qui se répète, la neuroplasticité me fait comprendre qu'à un moment donné, quand j'arrive à un état où j'ai envie d'un changement, je suis capable donc d'envisager que je puisse concevoir de nouveaux chemins neuronaux qui vont prendre forme. Et les étapes que je vous ai présentées précédemment sont des étapes qui ont pour objectif de nous présenter un petit peu c'est quoi qu'il faut faire pour justement amener cette transformation-là. C'est-à-dire que moi, je prends conscience que j'ai envie de changer et je prends conscience que ces changements-là, quelque part, je vais les indiquer. Dorénavant, j'ai plus envie de faire telle chose, telle chose, telle chose, j'ai envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et le mantra de transformation, cette phrase clé, va être un petit peu comme un élément qui va être répétitif pour m'amener justement à nourrir les nouveaux chemins neuronaux pour favoriser la transformation. Donc ça, c'était pour présenter un petit peu, évidemment, très sommairement, l'idée du cerveau. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un deuxième cerveau, quelque part, puisqu'on en a trois maintenant, on le sait, en plus de la conscience délocalisée. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais le deuxième cerveau, c'est le cœur. Et le cœur, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que longtemps, on a pensé que le cerveau, c'était le QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel. On était intelligent si on avait un bon quotient intellectuel, et on ne l'était pas si on avait un quotient intellectuel bas. Avec les neurosciences, on a découvert une nouvelle intelligence, l'intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle est très intéressante parce qu'elle nous fait comprendre une chose, c'est que être intelligent, c'est pas juste être allumé, c'est aussi être connecté. Connecté à qui et à quoi? Connecté avec un autre être humain. Moi, si je suis capable je suis un directeur, un patron, un être très intelligent, mais qui n'est pas connecté aux autres, je vais être dominant, je ne vais pas me comporter adéquatement avec eux, je ne vais pas créer un esprit d'équipe, je ne vais pas créer un esprit de collaboration. Si je suis capable de reconnaître justement cette notion de collaboration, c'est parce que je suis connecté aux autres, parce que mon intelligence émotionnelle me met en relation avec les autres. Je suis intéressé à les comprendre, je suis intéressé à les connaître, je suis intéressé à collaborer avec eux pour que l'équipe avec laquelle je collabore soit optimale. Donc, vous voyez que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ça la clé qu'il faut comprendre ici. Et l'autre chose que j'avais envie de dire par rapport à cette fameuse intelligence émotionnelle, c'est que justement, Permuter met en évidence que, et bien d'autres auteurs, parce que je me suis pris le temps de regarder plusieurs auteurs, on met en évidence beaucoup que le néofrontal se développe beaucoup dans la méditation, il se développe beaucoup dans des expériences spirituelles. Les gens qui font de la méditation, qui font du pranayama, qui font des exercices de relaxation, vont vraiment favoriser le développement du néofrontal. Et le néofrontal, à quelque part, c'est donc très intéressant parce que ça met en évidence justement que les gens qui
donc des pratiques spirituelles, vont donc développer des compétences qui vont être très proches à quelque part que celles que je viens de nommer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vraiment expérimenter le bonheur, qui vont davantage vivre l'instant présent, qui vont être dans la compassion, qui vont être davantage intuitifs, des gens quelque part qui vont finalement être adaptables, qui vont être capables de faire face aux situations de la vie. Il y a un autre élément également qui est important, qui vient toucher vraiment le cœur, c'est la cohérence cardiaque. Parce que dans la cohérence cardiaque, on a mis en évidence justement que toutes les composantes que je viens de nommer la cohérence cardiaque va favoriser cela. Alors ça, c'est un autre élément important. La cohérence cardiaque, ça veut donc dire que qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est cette capacité que le cœur a de se relier au cerveau par des ramifications nerveuses. Et ces ramifications nerveuses-là, elles sont importantes parce qu'elles amènent au niveau de mon cerveau la capacité à transmettre de l'information de mon cœur, des informations à mon cerveau. Si ces informations ne sont pas cohérentes, c'est-à-dire que mon cœur n'est pas capable d'amener l'information au cerveau, ben, je vais être dans ma tête et ma tête, à quelque part, ne va pas être connectée avec mon corps, ne va pas être connectée avec ce que je ressens, ne va pas être connectée avec ce que j'ai envie. Et quand on dit il y a des choses que j'aime faire, ben, c'est mon cœur qui va souvent parler. La tête, c'est souvent un peu la raison. Donc, la cohérence cardiaque, ce qu'elle met en évidence, c'est que plus le cœur circule harmonieusement vers le cerveau et vice-versa, plus la personne est détendue et elle est dans l'instant présent et elle ne va pas interpréter la réalité avec ce qu'elle porte en elle de son passé. Elle va simplement être dans une position d'objectivité et d'adaptabilité face à la situation qui se présente devant elle. Donc, on dit que si je rentre dans une salle, il y a plein de monde qui est là, je ne vais pas commencer à interpréter ce qui se passe là en tenant compte des souffrances que j'ai vécues dans mon passé ou des interprétations que je pourrais avoir de la situation actuellement. Je vais plutôt être présent à ce qui est. Et parce que je vais être présent à ce qui est, mon cœur va être détendu. C'est un élément important. Mon cœur va être détendu. Pourquoi il va être détendu? Parce qu'il va être dans une position où il ne se sent pas en danger. Et s'il ne se sent pas en danger, ben, il n'y a pas besoin de voir plein de problèmes partout autour de lui. Il y a juste à être bien, puis à s'adapter aux situations qui sont présentes en lui. Donc, la pratique de la cohérence cardiaque, elle va permettre cela, entre autres. C'est pour ça que c'est devenu aussi populaire, je pense, la cohérence cardiaque, parce que justement, elle amène justement cette position de vivre dans l'instant présent plutôt que d'être constamment dans notre histoire de vie qui va nous ramener tout le temps à plein de pièges qu'on a vécus, des expériences d'abandon, etc., qu'on a pu avoir vécues. Donc, c'est très important de comprendre que ce cœur-là, quelque part, quand on apprend à le travailler dans cet état de cohérence cardiaque-là, on va amener donc cette position qui est beaucoup plus favorable au bonheur, beaucoup plus favorable à la joie de vivre, etc. Et on l'a vu que dans la méditation, également, ça va aussi favoriser cela. On a vu que ça développait le nouveau frontal. Donc, il y a vraiment ces deux éléments-là, quelque part, la méditation, la cohérence cardiaque, qui vont favoriser donc ces compétences-là, qui se rapprochent donc de ces fonctions au niveau du cœur. Là, je n'ai pas trop regardé les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions entre-temps. Je porte un regard un petit peu intéressant. Est-ce qu'on vit trop dans l'approbation des choses et des événements? C'est certain qu'on pourrait se poser la question. Plus on refuse des situations de la vie, plus on s'y attache et plus elles se répètent. Est-ce que c'est cela l'attachement? Oui, c'est certain que ce que j'appelle la dissociation, moi, tout à l'heure, c'est le rejet. Et le rejet, qu'est-ce que c'est? C'est cette incapacité que j'ai, moi, de me réunifier à moi et de me responsabiliser par rapport à moi. Et la responsabilité, elle repose justement sur ce concept de la cohérence cardiaque dans lequel j'apprends justement à ne pas interpréter la vie avec un regard de victime, par exemple, ou un regard d'agresseur, ou un regard, bon, quel qu'il soit. C'est un regard qui n'est pas objectif. Quand je porte des lunettes, et ces lunettes-là, quelque part, colorent mon histoire de vie, ben, je suis en train de m'éloigner quelque part de mon essence fondamentale. Donc, l'idée, quelque part, de la cohérence cardiaque, c'est de nous amener justement dans une position beaucoup plus ouverte avec la vie et beaucoup plus réceptif à ce qui se passe véritablement en moi aussi. Donc, vous voyez que le cerveau a quelque part des compétences, mais on comprend bien quelque part que la connexion entre le cœur et le cerveau augmente nos compétences littéralement.
Et elles nous permettent donc d'être beaucoup plus intuitifs aussi. Alors, puis on sait que dans la pratique de la pleine conscience intuitive et dans les grandes pratiques des guérisseurs, des chamans, etc., le cœur a un rôle très important à jouer dans le développement de l'intuition. Pourquoi? Bien évidemment, parce que le cœur, évidemment, c'est la sensibilité, c'est cette capacité que moi j'ai de me relier à l'énergie de la terre et celle du ciel, de sentir quelque part une forme de présence dans mon cœur. Et c'est cette présence-là qui va me permettre donc de voyager en moi ou de voyager vers un partenaire. Et dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est une zone de notre corps qui est très importante et qu'on va apprendre justement à développer tout au long de la pratique pour développer ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling, toutes les techniques intuitives vont passer vraiment par cet apprentissage-là de se connecter avec le cœur. Donc, c'est certain que pour moi, ce deuxième cerveau-là nous rend beaucoup plus conscients de ce qui se passe dans notre corps. Donc, c'est une voie vraiment très intéressante et évidemment, plus on la travaille, plus on comprend que le cœur va nous amener justement à développer une relation avec notre imaginaire qui va nous permettre donc de comprendre que notre imaginaire, c'est un véhicule me permettant de voyager dans mon corps, me permettant de voyager dans le corps d'un partenaire également. Donc, ça, c'est un autre élément qui est très important. Le troisième cerveau que j'avais envie de vous parler, c'est le ventre. Et pourquoi le ventre? Bien évidemment, c'est reconnu que le ventre est un cerveau et j'aimerais vous parler du nerf vague, qui est l'un des nerfs les plus longs du corps, qui est le nerf le plus long du corps. Et ce nerf-là, quelque part, il relie le cerveau à tout ce qui s'appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire à tout ce qui est le ventre, justement, tout le processus digestif. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce nerf-là, quelque part, comme il est très long, il touche énormément la globalité de notre corps et il permet justement de favoriser, disons, l'équilibre du système sympathique et parasympathique de tous les organes de notre corps. Donc, le système parasympathique et sympathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parasympathique, c'est le système qui est relaxant, qui nous permet de relaxer, de nous régénérer. Et le système sympathique, c'est celui qui nous permet de stimuler. Alors, évidemment, là, je fais des grandes caricatures, mais pour rendre ça accessible, pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Donc, ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est que quand on a des états de conscience, des blessures émotionnelles, comme on l'a vu, qui peuvent se manifester dans notre être, bien, quelque part, la relation sympathique-parasympathique va se tendre. Notre système nerveux ne va pas être dans une position de flexibilité. C'est un peu comme le cœur. Le cœur, il peut être flexible et tout va bien, parce que quand il est flexible, il n'est pas dans une position de réaction avec l'extérieur. Il est simplement détendu, il regarde les choses telles qu'elles sont. Quand on est dans cette relation du sympathique et du parasympathique, et qu'on est dans une position où on laisse l'adaptabilité nerveuse prendre forme, il n'y en a pas de problème. Sauf que justement, quand il y a des problèmes, c'est que notre corps, lui, va essayer quelque part de trouver des compensations qui va faire qu'il va y avoir des tensions trop importantes dans certains organes. Là, c'est le sympathique qui va prendre la relève à ce moment-là. Et dans d'autres cas, il peut y avoir des relaxations trop importantes qui vont être reliées au parasympathique. Et on sait que cette gestion nerveuse dans notre système du corps va entraîner des troubles fonctionnels, c'est-à-dire que les organes de notre corps vont moins bien fonctionner, tout simplement. Et parce que ça va moins bien fonctionner, ben, inévitablement, ben, à quelque part, ça va donc favoriser une circulation énergétique moins grande. Donc, on peut en comprendre ici que les perturbations qu'on va retrouver dans cette gestion-là de cette relation entre le nerf vague et le cerveau, parce qu'on comprend que le nerf vague est vraiment relié à notre cerveau, ben, va nous amener donc à nous indiquer que si on commence à se connecter avec notre nerf vague, qu'à voyager à l'intérieur de celui-ci, on va se rendre compte évidemment que toutes les perturbations qui peuvent exister dans notre corps, qui sont pas conscientes par notre cerveau de la tête, mais qui se manifestent dans notre corps, on va pouvoir apprendre à le travailler. Et apprendre à le travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon système nerveux est tendu, ça veut donc dire quelque part que moi, j'ai une charge émotionnelle qui est là. Cette charge émotionnelle, c'est que si j'ai vécu à l'âge de 5 ans l'abandon, ben, j'ai une charge émotionnelle dans mon corps qui représente cet abandon-là, que je retiens parce que je ne veux pas le vivre. C'est ça un peu la dissociation. Vous voyez, alors, cette charge émotionnelle que je ne veux pas vivre, ben, quelque part, tant que longtemps que je ne veux pas la vivre, ben, quelque part, elle demeure présente. Puis à un moment donné, à force, la loi de l'attraction, à force de vivre des choses qui vont me confronter à y faire face, ben à un moment donné, je vais peut-être me dire, j'ai envie quelque part d'autre chose, puis je vais commencer à reconnaître que j'ai envie d'un changement dans ma vie.
Et ce changement-là va être provoqué par quoi? Il va être provoqué par le fait que je vais atteindre une certaine maturité pour accueillir cette charge émotionnelle-là, puis être capable d'y faire face. Donc, il y a des chances que la charge émotionnelle qui est là va se décharger, hein, elle va se libérer. Et là, je vais être capable d'accueillir l'émotion d'abandon que je n'avais pas été capable d'accueillir à l'âge de 5 ans parce que je vais avoir la maturité requise pour pouvoir le faire. Donc là, je vais devenir, entre guillemets, un homme ou une femme dans le sens capable d'assumer pleinement qui je suis, ce que je n'étais pas capable de faire quand j'avais 5 ans. Donc, il y a tout un processus d'adaptabilité là-dedans. On comprend qu'on ne peut pas accueillir quelque chose qu'on n'est pas capable d'accueillir en soi. Donc, le processus du système sympathique et parasympathique est très important, puis il nous permet justement d'accueillir ces charges émotionnelles-là. Ceux qui ont travaillé dans l'énergétique, ceux qui ont travaillé avec le rebirth, ceux qui ont travaillé avec le psychocorporel, ceux qui ont travaillé avec tout ce qui touche le body mind en quelque part, comprennent bien ce dont je suis en train de parler parce que cette relation entre le système sympathique et parasympathique est vraiment reconnue dans toutes les grandes pratiques de psychocorporelles, je dirais, et qui mettent en évidence effectivement tout ce qu'on appelle les crises neurovégétatives, qui sont justement des symptômes de notre difficulté justement à trouver un bon équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Et dans ce sens-là, quand on fait un voyage à l'intérieur de soi, puis qu'on fait de la pratique intuitive et énergétique, on fait un travail justement où on régularise notre système nerveux. Puis très souvent, le système nerveux va se régulariser sans qu'il y ait de grands émois. Mais quelquefois, il peut y avoir des réactions émotionnelles plus importantes, des charges émotionnelles qui vont se libérer plus fortement et qui vont provoquer en nous des réactions plus importantes qu'on va même des fois questionner, se demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que ça peut être possible, etc. Moi, j'ai vu ce genre de situation dans des pratiques psychocorporelles, toutes sortes de situations où des charges émotionnelles sont tellement, se libèrent avec tellement de puissance sans qu'on s'y attarde, sans qu'on s'y attende, qu'effectivement, la personne, elle semble être complètement perdue, là. Elle semble complètement perdre ses repères, parce que c'est trop intense, en quelque part. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Bien évidemment, vous l'avez sans doute compris, c'est que comment fonctionne cette forme d'éveil dont on parlait tantôt? C'est que le cerveau qui se trouve ici a une capacité, donc, de comprendre, à quelque part, des circuits neuronaux qui se sont formés. Le cœur, lui, à quelque part, me permet justement de prendre conscience que ce qui se passe dans ma tête, finalement, c'est comme des croyances, des choses comme ça, puis que si j'apprends à vivre dans l'instant présent, ben, j'apprends justement à développer une forme de position d'objectivité qui me permet de développer mon intuition. Et si je suis capable d'accepter d'aller dans mon ventre, ben, je commence à comprendre quelque part que dans mon ventre se trouvent justement beaucoup d'éléments d'information qui vont m'indiquer justement des réactions plus primaires que je peux avoir vécues dans ma vie et qui m'empêchent à quelque part d'être en harmonie avec moi-même. Et c'est là que la pleine conscience intuitive, la démarche intuitive va être intéressante parce qu'elle va me permettre de voyager dans ces zones de friction-là pour permettre justement d'arriver à trouver un plus grand équilibre, une plus grande harmonie, une plus grande aisance dans l'être que je suis. Donc, l'idée de l'éveil, pour moi, c'est une régularisation du système nerveux qui va se faire à travers cette démarche-là, où on va apprendre justement à constater que les états de conscience inhibés qui sont en moi vont produire donc des tensions nerveuses et que moi, mon travail va consister justement à devenir conscient de ces charges émotionnelles-là, d'apprendre à les libérer pour accueillir finalement me réintégrer quelque part à ces charges-là pour retrouver une forme de paix et d'harmonie avec moi-même. Donc, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et évidemment, ça ouvre la porte à quoi tout ça? Ça ouvre la porte un peu à ce qu'on pourrait appeler la Kundalini, la montée de la Kundalini, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui fait que moi, en tant qu'être humain, quand je suis un être de lumière, que j'apprends à me libérer des programmations mémorielles qui sont dans ma lumière, mais quelque part, ma lumière devient pure. Et quand elle devient pure, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe effectivement qu'il y a un appel. Un appel de quoi? Ben, quelque part, un appel, dans la tradition de la montée de la Kundalini, on parle d'un chakra, le chakra couronne, qui va attirer l'énergie spirituelle du bas du corps pour finalement se passer à travers la colonne vertébrale et remonter jusqu'au sommet de la tête. Et c'est ça un peu ce qu'on appelle l'illumination. Et on peut certainement penser que la glande pinéale, ben, elle est premièrement une glande qui capte la lumière, et elle est conductrice et elle est animée par des structures cristallines. Et on peut sans doute penser que la lumière non conflictuelle qui peut se manifester en moi à travers une démarche de libération de qui je suis va faire que cette lumière-là va pouvoir être attirée naturellement vers
la colonne vertébrale pour justement favoriser cette expérience d'illumination qui va faire que je vais être dans mon essence fondamentale, dans l'alignement de qui je suis et dans une position où je vais me sentir en harmonie avec l'univers parce que je vais me sentir pleinement à ma place là où je suis, car je ne serai plus prisonnier finalement de l'histoire humaine, de l'histoire de ma famille, de mes ancêtres ou encore de mon histoire personnelle. Je vais avoir vraiment dépollué l'être que je suis de toutes les informations qui m'inhibaient dans mon développement et je vais pouvoir renouer contact avec la lumière pure qui est en moi. Donc, c'est un peu le thème, c'est un petit